Un Tsaroukian surmotivé, l'annonce de Justin Gaethje, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mardi 14 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Michael Venom Page, 22-3 en carrière, s'apprête à affronter Sharafudin Magomedov au mois de février en Arabie Saoudite. D'après lui, ce combat va être l'occasion de montrer de très belles choses, le Russe étant un striker qui sera très confiant et surtout pas sur la retenue, ça va lui donner à lui de belles opportunités. Il est aussi revenu sur son combat face à Ian Gary, et il estime avoir fait beaucoup d'erreurs, notamment en grappling, ce qui l'a toujours empêché de se relever à chaque fois qu'il s'est trouvé au sol, et donc de pouvoir imposer son pied-point, qui, comme je le rappelle, hein, est son arme favorite. Et puis malgré son âge et surtout sa carrière, je rappelle qu'il était champion au Bellator et avait déjà un gros nom avant d'arriver à l'UFC, il assure qu'il continue de travailler et essaye de progresser dans tous les aspects du combat, notamment le grappling, hein. Il nous ramène à ce qu'il a fait contre Carlos Condit. Les deux se sont affrontés dans un match de grappling. Et d'ailleurs, hein, ce match, ça a été l'occasion pour lui de se concentrer seulement sur le grappling pendant un long moment, ce qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire parce qu'en camp d'entraînement, forcément, il travaille sa lutte, son JJB et son pied-point. Mais là, il a pris un moment pour lui et un moment pour travailler sur le grappling, qui, comme on le sait, est son point faible et l'a toujours été, hein, lui qui vient à la base du pied-point, je vous le rappelle. Et on va maintenant se plonger dans l'UFC 311. On commence avec Benel Dariush, 22-6-1 en carrière. Il sera sur la carte principale face à Renato Moicano. Le main event, c'est leur catégorie, Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan. On lui a forcément demandé si par malheur quelque chose arrivait à un des deux combattants, est-ce que tu penses que l'UFC ferait appel à toi pour le remplacer et donc tu aurais ta chance à la ceinture? Lui répond qu'il n'a rien entendu et que même si quelque chose comme ça arrivait, est-ce que l'UFC ferait appel à lui ou à Moïcano? Il n'en a pas la moindre idée. Lui, ça fait un petit moment qu'on l'a vu. À la base, il voulait revenir au mois de décembre. L'UFC lui avait fait savoir que ça ne serait pas possible, qu'ils auraient quelque chose pour lui au mois de janvier. Et puis finalement, à 6 semaines de la dernière carte de l'année, hein, celle sur laquelle on a vu Colby Covington, l'UFC lui demande s'il serait prêt à affronter Moïcano. Malheureusement, c'était impossible pour lui de couper le poids en si peu de temps, ou alors sa performance en aurait été énormément affectée. Il a donc refusé. On lui a aussi demandé ce qu'il pensait de Moïcano. Est-ce que Moïcano n'est qu'un grappleur? Il répond que non, pas du tout. Contre Brad Riddle, par exemple, il a été très bon debout, et surtout c'est un combattant d'expérience. Il pense que ses armes à lui, Benel Dariush, pour s'imposer, c'est surtout de se présenter dans l'octogone avec un très bon game plan. C'est ce qui va faire la différence d'après lui. Et Benel Dariush, il n'est pas sur la meilleure série de sa vie, hein, on le sait. Forcément, lui, il ne pense qu'à la victoire. Il ne se projette que vainqueur dans ce combat et ne pense pas à la retraite. Mais il l'a déclaré, si à l'issue de ce combat, je sens que je n'ai plus le truc, je sens que je n'ai plus le feu en moi, alors peut-être en effet que ce sera le moment pour moi de me retirer. Le main event, je vous le disais il y a quelques instants, c'est Arman Tsarukyan, 22-3 en carrière. Il a posté des photos sur les réseaux sociaux dernièrement, il affiche un physique de dingue, il met ça sur le dos de son entraînement, il prépare ce combat depuis le mois de mai. Alors forcément, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas en surentraînement? Est-ce qu'il ne risque pas la blessure ou une fatigue excessive qui se ferait ressentir lors de son combat? Lui répond que non, pas du tout, il communique beaucoup avec ses coachs. S'il ressent le besoin, avec l'expérience aujourd'hui, hein, il connaît son corps, c'est ce qu'il dit, de lever le pied sur une séance, alors il le fait savoir à ses coachs et ils se mettent d'accord. On lui a demandé quelle avait été la partie la plus dure de ce camp d'entraînement, et on le sait, il a commencé son camp en Russie, dans un camp olympique dans les montagnes. Il répond que c'était là-bas, ils ont un coach de lutte qui est très dur, qui est très vieille école pour le citer, et le gars les fait s'entraîner parfois de 5 heures de l'après-midi jusqu'à 8 heures, et encore 8 heures, c'est parce que c'est l'heure d'aller manger, donc ils lui disent, coach, si tu nous laisses pas partir maintenant, on va louper le repas, mais s'il n'y avait pas le dîner, hein, il l'assure, le gars pourrait les faire s'entraîner de 5 heures jusqu'à 22 heures, alors forcément, faire ça sur une longue période de temps, je pense que ça te brise physiquement, mais lui il l'a dit, j'ai fait ça seulement quelques semaines et ensuite je me suis envolé pour la Floride pour faire le gros de mon camp d'entraînement. Cet entraînement dans les montagnes, on en avait déjà parlé, c'est surtout l'occasion pour lui de faire monter le cardio, de faire monter le physique et après d'attaquer la partie tactique et technique
aux États-Unis. La ceinture pour lui est une source de surmotivation. S'il n'y avec lui, il ne ferait même pas d'interview, même pas de promo. Tout ce qu'il veut, c'est devenir champion et être au top de sa carrière, être au top de sa forme physique. Mais son manager lui a fait savoir que s'il voulait vendre le combat, fallait faire des interviews, ça fait partie du métier. Mais voilà, hein, pour lui là, c'est le défi de sa vie. Il a même déclaré qu'une fois qu'il serait champion, il ne ferait plus des choix sportifs, mais seulement des choix de carrière pour l'argent. Je ne suis pas convaincu qu'il ait un assez gros nom pour ça pour l'instant. Après, forcément, Batislam Makhachev, ça lui ferait un coup de pub qui serait énorme, mais je ne suis pas convaincu que l'UFC va tout de suite lui offrir d'énormes money fights, comme on a pour habitude de dire. Sinon, je vous parlais hier des shorts personnalisés. Sachez qu'Islam Makhachev aura aussi le droit au sien. Je vous affiche une photo à l'écran. Et celui de Merab, hein, dont je vous parlais hier. Sinon, hier, on disait aussi que Johnny Walker était blessé et que l'UFC était à la recherche d'un remplaçant pour Bogdan Guskov. Sachez qu'il affrontera Billy Elekana et qu'il a donc l'occasion de rester sur cette carte. Il y a toujours des feux en Californie, surtout des feux autour de Los Angeles. Dana White a confirmé que si la situation devenait trop critique, ils allaient délocaliser l'événement à Las Vegas. On sort un peu de cette UFC 311 maintenant et direction les poids welter avec le champion Bilal Mohamed qui, une fois qu'il se sera débarrassé de Shavkat Rakhmonov, il n'a pas vraiment de prétendant clair en tête, les choses sont un peu floues dans la catégorie, il cite le vainqueur d'un potentiel combat et on le verra, ce combat il semblerait est officiel entre Leon Edwards et Jack Della Maddalena. Il y a aussi Joachim Buckley qui pour l'instant n'a pas de combat de prévu, mais il pense aussi à Carlos Prates. Il assure avoir été impressionné par Yann Gary, qui est un combattant très intelligent d'après lui, et pense que le gros test pour tout le monde dans cette catégorie, c'est Sean Brady, sans oublier le vieux Kamaru Usman, pour le citer, qui est toujours dans le coin. Alors quand il parle de Sean Brady, ça me fait sourire parce que lui a battu Sean Brady, il est le seul à avoir battu Sean Brady, et je pense qu'en disant ça, il se place un peu au-dessus de la mêlée, en disant voilà, allez battre ce gars-là que moi j'ai battu, et on verra ensuite. Je pense que c'est un peu ça qu'il veut dire par là. Sinon, je vous le disais, Leon Edwards contre Jack Della Maddalena, il semblerait que ce soit officiel pour le 22 mars. Je dis il semblerait parce que tous les gros journaux MMA ont sorti l'information, mais je n'ai rien vu passer du côté de l'UFC. Maintenant, je suis plutôt confiant. Et puis, puisque je vous annonce des combats, sachez que Kurt Olobo va affronter Alexander Hernandez le 15 mars prochain. Et puis Holly Holm qui prend sa retraite. Hein. Holly Holm alors, a eu sa chance contre tout le monde. Je rappelle que c'est la première à avoir battu Ronda Rousey. Elle est devenue championne comme ça. Et ensuite, elle a affronté Chris Cyborg, Amanda Nunes, Kayla Harrison. Elle était toujours à un combat d'avoir sa chance pour le titre. Pourtant, depuis sa victoire face à Ronda Rousey, elle a eu une carrière en dents de scie. Hein. Elle a enchaîné victoire et défaite. Mais ça restera un gros nom du MMA féminin. Il lui restait 2 combats à son contrat. Elle a demandé à l'UFC s'ils pouvaient la libérer, ils ont accepté. Maintenant, elle ne sait pas si elle va faire du MMA ou de la boxe, mais ce n'est pas une retraite définitive, c'est seulement un retrait de la Big League. Justin Gaethje, lui, est confiant que son prochain adversaire serait Dan Hooker et que ça pourrait avoir lieu le 8 mars prochain. En tout cas, il se prépare mentalement et physiquement à affronter le Néo-Zélandais. On sort un peu de l'UFC maintenant, et c'en est fini pour le Bellator. Vous le savez, hein, le PFL avait racheté le Bellator, mais ils avaient gardé l'entité Bellator. Les choses sont encore un peu floues. Que vont devenir les champions Bellator? Est-ce qu'ils vont tout de suite devenir des champions PFL? On ne sait pas vraiment, on a besoin d'un peu plus d'informations, mais en tout cas le Bellator c'est terminé. Et puis je vous disais dans une émission précédente que le vainqueur de la saison régulière du PFL, qui jusqu'à maintenant remportait 1 million de dollars, ne va maintenant plus remporter que la moitié, 500 000, et ce ne sera plus une saison régulière, ce sera un tournoi à élimination directe. Je pense que les choses seront bien plus claires pour tout le monde. Un petit tour par la boxe anglaise maintenant, et Canelo Alvarez se serait mis d'accord avec Terence Crawford pour l'affronter le 25 septembre à Las Vegas, et Tyson Fury qui annonce sa retraite. Alors je crois que c'est pas la première fois qu'il l'annonce. Est-ce que c'est la bonne cette fois? Je ne sais pas. Mais après 2 échecs face à Usyk, peut-être qu'il... Voilà, les choses lui semblent un peu bouchées. Vous le savez, je ne suis pas un expert de la boxe anglaise. Je sais que beaucoup d'entre vous suivent, donc je vous donne l'information. Et puis retour au MMA avec la dernière info du jour. Et c'est Saladin Parnasse qui a annoncé la date de son prochain combat. Et il défendra son titre le 10 mai 2025. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous propose de passer à notre moment Jérôme Le Banner. On ne l'a pas fait hier, je le rappelle rapidement.
J'ai lu son livre, hein, sa biographie, son autobiographie même, il y a participé activement. Et donc je vous délivre un peu tous les jours des informations sur lui. Le Banner, on l'appelle le roi sans couronne, il n'a jamais remporté le K1, il est pourtant pas passé loin, il a souvent été favori. Et il y a très peu de temps, hein, le boss du K1 lui a dit que s'il avait eu une équipe solide autour de lui, il aurait très certainement remporté au moins une fois le tournoi dans sa carrière. Et même lui le concède, c'est vrai, il a trop souvent changé de coach, il n'a pas réussi à avoir un entourage fidèle autour de lui. Il s'est toujours très bien entendu avec tout le monde, mais il changeait d'équipe régulièrement et de coach, ce qui fait qu'il n'y a pas eu une sorte de continuité qui aurait pu l'amener jusqu'au Graal. D'ailleurs, le Graal, il est passé tout près de le remporter en 2002. Il perd face à Ernest Houst sur blessure, hein. C'est cette fois-là où il se casse l'avant-bras. Il était ultra favori, il y croyait énormément, il dit que ça lui a fait très mal mentalement. Certains parlent de fin de carrière et il l'avoue peut-être en effet que là ça a été un élément déclencheur et que je n'ai jamais réussi à revenir suite à ça. Pourtant on est en 2002, il a combattu jusqu'en 2024 et dans les années 2000 il y a eu de magnifiques combats. Mais voilà, c'est sa version des choses. D'après lui, ce combat lui a fait très mal et a peut-être en effet marqué un tournant dans sa carrière. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous propose de passer à votre moment avec la Minute Auditeur. Et on commence cette Minute Auditeur avec Nanashi qui me dit: pour Diego Lopez, je comprends pas trop. Il vient de dominer complètement Ortega, qui lui a finalisé il y a moins d'un an Yair. Un combat contre Evloev m'aurait paru plus logique. Alors je suis d'accord avec toi, j'aurais plutôt vu une revanche contre Evloev, une vraie demi-finale pour savoir qui allait avoir sa chance pour le titre. Maintenant, il y a aussi le côté mexicain qui rentre en compte, ça va avoir lieu à Mexico City. Donc pour les fans, je pense que ça donne quelque chose de très intéressant. Et puis surtout, ça risque d'être un combat très spectaculaire, peut-être plus spectaculaire que ça l'aurait été contre Evloev. Et puis on a Radu Rada qui me dit: Lopez peut vouloir prendre de l'expérience, sinon il peut vouloir terminer son contrat contre des mecs moins forts pour négocier un gros salaire contre le top 5. Écoute, c'est une possibilité, j'y crois un peu moins. Moi je pense que le côté mexicain a beaucoup joué. Et puis surtout le côté spectacle, hein, parce que Rodriguez, qu'il gagne ou qu'il perde, en général, on est rarement déçu. J'ai Christopher Johnson, hein, on parlait des flyweight et tu me dis ils sont très sous-cotés. Dire qu'ils ont failli supprimer la division, certes ça manque de chaos, mais le rythme des combats est dingue dans le top 5. Le dernier Pantoja contre Royval, c'est un combat de dieu. Ça a été du non-stop pendant 5 rounds, un rythme effréné. Je comprends même pas comment ils peuvent avoir un cardio pareil, les mecs, c'est des monstres. Je suis entièrement d'accord avec toi, hein, les flyweight, même si tu n'as pas de KO, ça donne toujours des combats très excitants. Et tu me parles de ça parce qu'hier on a annoncé le Royval contre Capé, qui je pense va être très intéressant à suivre pour tout le monde. Scorpion, tu reviens sur ce que j'ai dit hier sur Santiago Ponzinibbio. Il a été beaucoup inactif dans sa carrière à cause de blessures ou maladies, et tu me dis mais il a 38 ans et il est à 38. C'est peu combattre ça, quand je compare à beaucoup d'autres, c'est même plutôt beaucoup combattre. Alors moi je te rapporte ses propos, hein. Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il a été trop inactif par rapport à ce qu'il aurait voulu, surtout sur les dernières années. Et oui, 38 c'est énorme, hein, pour un combattant de MMA, je suis entièrement d'accord avec toi. On a Nicolas François qui me dit: si Islam prend la ceinture de la catégorie d'au-dessus, il fera ce que Khabib n'a jamais fait et il se mettra dans le top 5 dans la discussion pour être le GOAT. Alors c'est vrai qu'il fera ce que Khabib n'a jamais fait, ce serait très impressionnant de régner sur les légers et de monter en poids welter. Maintenant, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, quand je voyais Nurmagomedov, Khabib, hein, combattre, je le trouvais beaucoup plus impressionnant que Makhachev. Peut-être moins complet, mais comme j'ai déjà dit, je pense qu'il savait qu'il était moins complet et qu'il fallait tout donner sur la lutte. Et quand Khabib te mettait au sol, hein, tu prenais un tsunami dans la tronche. C'est un peu moins le cas, je trouve, avec Makhachev, mais il continue de progresser. Donc il pourrait, pourquoi pas, nous surprendre. On a Jim qui revient sur l'histoire de la pesée et qui me dit: pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. À propos du cutting, certes, le combattant sait dans quoi il s'engage, mais on ne lui laisse pas le choix de s'engager dans autre chose. Il n'y a que ce mode de fonctionnement-là qui existe. S'il refuse de cutter pour préserver sa santé sur le long terme et combat dans sa catégorie naturelle, il risque sa santé sur le court terme en combattant des gars qui, le jour du combat, sont une catégorie au-dessus de lui. Par exemple, Robert Whittaker, 85 kg contre Powhatan, 100 kg, ça aurait pu se faire, et il n'a pas le choix pour combattre. C'est comme si le dopage était autorisé et qu'un combattant qui refuse de se doper s'en plaignait parce que c'est dangereux pour lui, on n'irait pas lui dire qu'il sait dans quoi il s'engage. Pourquoi pas des catégories où c'est autorisé de t'enfiler tout ce que tu veux, ceinture poids super lourd, Jones à 172 kg contre McGregor à 157, mais je pense que quasi tout le monde serait d'accord pour que ce ne soit pas les seules catégories qui existent.
Pour le cutting, c'est pareil, un mec comme Whittaker a le droit de combattre des gars qui font vraiment le même poids que lui, sans devoir mettre sa santé en danger pour autant, sans parler du fait que tout le monde n'est pas égal face à la perte de poids. Moi, ce qui m'intéresse dans le MMA, c'est de voir qui est le meilleur combattant, pas qui a le meilleur régime ou le meilleur métabolisme. Alors t'as pas tort, hein, mais moi ce que je pense franchement, c'est que c'est le mode le plus libre en fait. Tu dis moi je combats à 85 kilos, bah si le mec est capable de faire 85 kilos la veille du combat, on s'affronte. Ou alors tu fais la pesée le jour du combat, hein, je pense que c'est aussi une possibilité. Point de vue logistique, ça peut être un peu compliqué, mais sinon je vois que ça. Mais en réalité, hein, moi c'est ce que je trouve le plus libre, voilà, c'est les règles du jeu. Si tu veux mettre ta santé en danger sur le long terme, mais même dans la cage, hein, quand tu perds 15 kilos rapidement, le jour du combat, tu peux avoir les jambes un peu cassées. Moi je trouve que c'est pour l'instant ce qu'il y a de plus juste, à part peut-être une pesée le jour du combat. Mais après je comprends que c'est un sujet qui fasse toujours débat. Écoutez, là on a vraiment fait le tour cette fois-ci, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, hein, ça me soutient, à vous abonner, à commenter. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Salut!